Bienvenue à Polysécure. C'est avec cet épisode avec Vincent. Salut! Commençons avec quelques shameless plugs. Comme j'aime beaucoup dire, respectez les règles de confinement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse passer un Noël tous en famille et ne puisse pas avoir de bouger parce que les gens sont trop infectés, s'il vous plaît. Ça marche, les mesures de masque et de confinement, un petit peu. Puis ça résume les shameless plugs pour cette fois-ci. On va commencer directement les nouvelles. Petite nouvelle sur le fait que le gouvernement américain a adopté une loi pour réguler les fameux Internet of Things, tous les petits gadgets qu'on a à la maison. Des lampes intelligentes, des serrures, des thermostats intelligents, et ainsi de suite. Ça, c'est les plus connus, mais il y a plein de petits gadgets, souvent qu'on achète pour le fun et des choses qui sont là nadine, mais qui finalement finissent, soit le fournisseur finit par disparaître ou la sécurité dedans est juste pas bonne, mais vraiment pas bonne. Fait qu'on se ramasse à mettre ça dans nos maisons, avoir des problèmes, puis ça crée des conséquences. Puis on en a... ça a été largement discuté. Je suis ultra favorable. Malheureusement, le milieu n'est pas capable de se réguler par lui-même. Et il faut que le législateur va faire son levier qu'il utilise dans ce cas-ci, c'est que ce que le gouvernement américain achète doit être normé, puis il doit avoir des structures. Donc, il force une forme de conformité. Je pense que ça va comme son pouvoir d'achat du gouvernement américain va forcer les fabricants à se conformer et finalement, à faire ça propre. Ça fait longtemps qu'ils demandent ça. Ça fait longtemps. J'ai assisté à une conférence, je te dirais, avec mon précédent employeur, fait que ça doit faire 5-6 ans. Et puis, il en discutait déjà. Sans qu'il y ait eu de gros incidents à cause de ces produits-là. Juste les petits incidents ont suffi à mettre le feu aux poudres, justement, pour voir l'amplitude que ça allait prendre. Parce qu'on parlait en dedans de 12 mois, on parlait, je pense, de quelques millions d'objets connectés, d'objets anodins. Puis, en un an, il estimait que ça allait passer à une centaine de millions en Amérique du Nord. Et puis, écoutez, ils n'ont pas eu tort. On s'est fait inonder. Ça n'a pas monté à 100 millions en un an. Là. Ils ont fait des estimations un petit peu rocambolesques. Mais nonobstant ça, c'est pas le volume qui est important. C'est les faiblesses qu'il y a dedans, les faiblesses de sécurité. Et puis, ce qu'ils avaient prédit comme risque, ça commence à se matérialiser. Là. Ces objets-là, c'est des objets de bonheur, puis très complaisants, branchés sur notre réseau domestique. C'est vrai que c'est le fun d'avoir ça. Là, dire, je suis coupable aussi, comme tout le monde, d'avoir quelques objets, ce qu'on pourrait dire en français intelligents, mais je ne trouve pas très intelligent mes objets par ailleurs, là, mais oui, c'est le genre de choses-là. Puis commencer, là, étant donné que j'ai la connaissance, sont sur des réseaux distincts. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire 2 réseaux à la maison, un pour ses objets, un pour sa bureautique, et ainsi de suite. Donc, c'est un effort, puis c'est important qu'on amène les fabricants à un niveau supérieur parce que monsieur et madame tout le monde ne sont pas intéressés à savoir comment ça marche. Là. Non, effectivement. Est-ce que tu sais si qu'est-ce qui va se passer avec les objets présentement installés dans nos maisons? Une fois que le bill va être voté, est-ce que le bill a passé, première des choses? Il est passé au Congrès. Okay. Je ne sais pas s'il est passé plus que ça. Par contre, le seul effet que ça a réel, le bill, c'est sur le pouvoir d'achat du gouvernement américain, pas sur le grand public. Fait que c'est un effet que généralement que le pouvoir d'achat du gouvernement va finir par forcer les fournisseurs à se normer, à s'améliorer, puis vont l'effet bénéfique généralement, c'est que le grand public en bénéficie. Fait que de façon immédiate, non. Puis je dirais qu'il y a plein de petits gadgets chinois qu'on achète là, super cheap, là, genre, tu sais, des affaires 25-50$ qu'on achète là, pour faire dans nos maisons. Là. C'est fait par le plus bas soumissionnaire conforme, puis c'est fait vite, puis s'en foutent un peu, puis ils vont arrêter de supporter dans un an, puis où la compagnie va disparaître dans un an quand ils vont faire de leur argent. Là. Fait que c'est le réel problème. À terme, il est là parce qu'on s'achète plein de choses désuètes. On parlait, publiquement, il y a eu des discussions il y a quelques années de la dette technologique, surtout dans le contexte du gouvernement qui, malheureusement, sous-investit dans ces technologies, mais celle-ci est des entreprises aussi. Là, genre, il y a beaucoup d'entreprises
qui ont acheté un mainframe il y a 40 ans. Puis on va juste entretenu le code depuis, mais ils n'ont jamais fait de rénovation majeure parce que ça coûterait trop cher. Mais la dette technologique s'accumule. Ouais. Le mainframe, c'est un cas extrême de démonstration, mais dans un cas de ces petits gadgets-là, on aiderait de pas plier nos maisons d'une dette technologique qu'on peut même pas réparer, qu'il va falloir acheter au vidange. Puis là, ça, c'est l'autre aspect. C'est-à-dire, maintenant, quand tu rencontres ton gadget est vulnérable, puis la compagnie a juste disparu. La seule chose qui te reste à faire, c'est que tu le prends et tu le jettes, même s'il marche encore. Un beau nouveau consommable électronique qui va se ramasser sur une plage à quelque part, probablement. Oui, ou qui va aller polluer des dépotoirs, ou avec des matériaux dangereux, puis en tout cas, bref. Quel mauvais plan dans l'ensemble de ce que c'est, là. Mais bon, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Tu mentionnes que ça préoccupe bien des gens. J'espère que ça va continuer à préoccuper bien des gens, puis ça va faire que ultimement protéger le monsieur et madame tout le monde dans cette aventure-là. Oui, mais ça ouvre une belle. C'est un beau levier pour les opportunistes. Je parle pas des opportunistes de façon négative, mais ça ouvre une belle porte à des constructeurs sérieux qui appliquent de la bonne sécurité, qui pourraient éventuellement devenir peut-être des très bons partenaires d'affaires au niveau du gouvernement. Tu sais, je peux comprendre que là, ce bill-là rehausse le critère de sécurité pour passer la ligne de soumissionner, mais ça fait des beaux leviers de partenariat éventuels aussi, là. En fait, quelqu'un d'opportuniste, d'intelligent dans ce dossier-là va se dire il va voir la belle porte, là, puis il va réussir à s'insérer, là. Oui, puis c'est une très bonne chose. Dans l'ensemble, je n'y vois que du bon dans cette législation-là. Même si je suis de ceux qui aimeraient ne pas avoir trop de législation, puis que mais ça a l'air que les gens, on n'est pas capable de faire autrement. Fait que tant qu'à ça, ayons une législation qui aide les gens ou les entreprises à améliorer leur façon de faire là, par rapport à tout ça. Puis là, tu parlais de non-taxe intéressant, puis ça m'a amené une autre idée. C'est un assouplissement de certaines règles de permettre le reverse engineering des équipements désuets. Parce qu'à ce moment-là, on peut. Parce que là, dans plusieurs pays, je ne connais pas exactement dans l'état exactement de législation. En général, c'est interdit de faire du reverse engineering. Puis en général, c'est interdit de tout bidouiller dans ces objets-là puis d'y faire quelque chose. En tout cas, il y a certaines règles qui limitent ça. Il faudrait peut-être réviser un peu ces règles-là puis permettre de dire, OK, si la compagnie a disparu, ben, le droit de bidouillage est autorisé, ou si le fabricant a affiché sur son site, j'arrête de supporter l'équipement, ben, à ce moment-là, ça m'autorise à bidouiller l'équipement. C'est parce que, tu sais, là, je suis prêt avec un équipement, puis ouvrir la porte à pas tout jeter au vidange tout le temps quand ça devient vulnérable. Là. Fait que il faudrait qu'il y ait peut-être une réflexion à avoir de ce côté-là au niveau aussi législatif. Ouais. Mettre une exception pour permettre de bidouiller sur ça. Ouais, mais il y a le risque que l'exception devienne la règle aussi à un moment donné. Puis que ça dérape. Mais tu sais, moi, l'autre belle opportunité que je trouve aussi, c'est la promotion des gens comme toi puis moi qui sommes, on a des bonnes compétences en termes de sécurité. Puis je parle pas de codage. En termes de réflexion sur le what could go wrong. Fait que ces compagnies-là qui veulent demeurer dans la course, ça va faire la promotion justement d'embauche de compétences comme toi puis moi. On va vraiment faire la promotion de notre secteur, puis ça va créer un beau précédent, là. Probablement qu'il va y avoir beaucoup plus d'investissement dans la formation de nos jeunes en sécurité, puis dans les compétences actuelles des autres professionnels, de peut-être rehausser certains aspects de compétences sur les différents risques technologiques, mais en général. Oui, puis ça peut ramener un peu d'attrait au domaine de la cybersécurité. Ça serait vraiment pas négatif parce qu'on manque vraiment de gens pour travailler là-dedans. C'est assez fou. On n'est pas aveugle de manquer de job, là, mais vraiment pas. Là. Puis d'ailleurs, c'est une belle transition vers la nouvelle suivante. Là. J'ai justement, les investissements en sécurité ne sont pas sur le point de diminuer, c'est justement sont en pleine croissance. Donc, si les investisseurs sont en pleine croissance, l'emploi aussi est en pleine croissance. Donc, on est dans un secteur qui est en pleine effervescence.
J'ai le confinement pour moi, en tout cas, je pense que c'est pour toi aussi la même chose. Il n'a pas été un moment où j'ai été confiné, oui, puis à certains égards, je suis très heureux d'être confiné chez moi, tout seul dans mon bureau. Parce que j'ai la chance d'avoir un bureau séparé du restant de la famille, fait que ça me permet de travailler avec une certaine quiétude. Moi, j'ai littéralement doublé mon travail depuis on est en confinement parce que la cyber est rendue le cœur même de tout ce que c'est. Là. Fait que oui, les investissements vont continuer, puis oui, l'emploi, puis la relève aussi. Doit arriver, puis en tout cas, moi, ce qui me désespère un peu, c'est qu'il n'y en a pas de relève là, immédiatement dans le domaine. Là, on est, je sais pas, en tout cas, sans que ce soit un grand secret, justement, tu as transité d'entre deux employeurs. Dans un milieu où on a une très forte demande en cyber, les gens ne font que s'échanger les mêmes personnes. Donc, on n'améliore pas le sort de tout le monde. Là, dans le sens, on change les 4,30 pour une pièce constamment. Fait que, on fait juste déplacer. Pour des mandats plus le fun ou des emplois qui nous conviennent davantage. Mais ça ne réglait pas le problème de fond. Où moi, je me trouve comme mes clients principaux, il y a un début de volonté de vouloir former de la relève à même les équipes ou de commencer à importer des gens d'autres secteurs de l'organisation pour les mettre en cybersécurité. Ce qui est une bonne chose parce que moi-même, je suis un transfuge d'un autre domaine. Avant, j'étais plus domaine admin. J'étais sysadmin, fait que je gérais les systèmes, ça. Fait que j'étais le plus de ce côté-là. Puis j'ai basculé ensuite en cybersécurité. Je pense que tu as fait sensiblement la même chose que moi. Oui, mais moi, j'ai taffé plus longtemps. En sysadmin auditeur, j'ai fait 16 ans d'audit. Mais t'as fait de l'audit aussi. Pour moi, de l'audit, c'est connexe aussi. C'est beaucoup plus connexe que sysadmin d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup d'aspects de sécurité là-dedans. Là, on ne se le cachera pas. Mais je vais te rassurer sur un élément. Il y en a de la relève. Il y en a de la relève, il y a des entités, même ici à Québec, là, il y a des beaux investissements d'entités sérieuses, pour pas les nommer, là. Il y a certaines compagnies privées qui ont créé puis financé des chaires de recherche. J'ai assisté à une conférence dernièrement où c'était des aspects vraiment, pas quantitatifs au niveau de la cyber, mais des aspects qualitatifs. Puis honnêtement, là, ça me sortait un petit peu de ma zone de confort. Moi, j'aime les indicateurs. J'aime les chiffres. Ça ment pas. C'est incontestable. En fait, ça se défend. C'est pas que ça se défend pas. Ça peut pas se faire battre un chiffre produit par un système. Mais là, c'est plus le côté qualitatif. Puis franchement, là, j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis j'ai œuvré au sein d'entités aussi où il y avait une grande liberté d'innovation. C'est pas toujours bon. Mais il y avait une grande liberté d'innovation pour laisser nos spécialistes en sécurité puis en cyber être créatifs pour être autodidactes dans leur développement, mais avec une forme d'encadrement aussi. Mais laisser libre cours justement à leur imagination. Puis sachez ceci, là, c'est pas toutes des comment je dirais ça? C'est pas toutes des petits Thierry qui ont 35 ans, qui vivent dans le sous-sol chez leurs parents, puis qui sortent une fois par semaine là pour aller changer leur chèque de paye, qui demandent encore à recevoir papier par la poste. Là. Pas du tout. Là. Il y a des plus vieux, il y a des plus jeunes. Le degré de créativité de ces gens-là, là, des fois, c'est surprenant. C'est surprenant. Puis en passant, les méthodes des années 80, 90, ça marche encore sur certains aspects. Il ne faut pas se leurrer de ça. Là. Tout à fait. Puis, non, moi, j'ai pas aucun préjugé pour l'aspect de jeunes et moins jeunes, effectivement. Au bout du compte, pour ce genre de choses-là, puis pour amener et encadrer certaines personnes à cheminer là-dedans, à les mentorer. Moi, dans la mesure où tu as de la bonne volonté, ça t'intéresse. Viens-t'en dans le domaine. Je vais trouver des moyens pour réussir à te faire cheminer puis à te faire grandir là-dedans parce que, oui, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Là, chez plusieurs de mes clients, ils ont entre 5 et 15 postes ouverts en cyber et qui ont de la misère à combler.
Puis les postes, c'est pas farfelu, là, c'est pas parce qu'ils ont des budgets puis là, ils veulent embaucher. Il y a une réelle demande pour ce genre ce nombre de personnes-là, parce que le travail, il est juste fou. Il y en a trop. Puis quand je disais, moi, effectivement, que moi, j'ai doublé, mais j'ai vraiment littéralement doublé le nombre d'heures que je travaille par semaine depuis le début du confinement. Parce que la demande est là, parce que le besoin est là. Rassurez-vous, je suis pas sur le bord du burn-out, là. Parce que si vous calculez 2 fois 35, ça donne 70. Ça va, je prends des congés. Ça aussi, c'est important. Puis là, tu sais, tant qu'à aborder le sujet, c'est important de excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est important de relaxer, c'est le temps important de décompresser parce que si vous vous menez à bout et vous vous brûlez, on n'est pas plus avancé non plus. Fait que si on brûle nos experts, ben on va se retrouver avec. On va ralentir ultimement. Là. Fait que c'est important aussi de trouver un moyen de relaxer, fait que puis de faire un peu de pushback sur notre employeur qui nous exige beaucoup de choses, beaucoup de temps et beaucoup de travaux. Là. Bref. Et, oui, moi je change pas de mon sous-sol une fois par semaine, mais oui, je change juste une fois par semaine de ma grotte qui est mon bureau. C'est en train de devenir un man cave, mon bureau, là, fait que c'est avéré que je savais de me demander si j'allais pas faire poser l'eau courante dans mon bureau pour juste ne plus sortir du tout. Ben en fait, écoute, récupère l'eau de pluie puis la fonte des neiges. Tu devrais faire un beau setup. Là. Je t'ai vu avec une drill l'année passée, il y a 2 ans. T'es très bon avec une drill. Je me débrouille quand même pas si peu, puis les gouttières sont pas très loin de ma fenêtre de bureau, fait que je serais capable probablement d'aller chercher avec pas trop d'efforts, d'aller me chercher la gouttière pour avoir mon eau de pluie. Mais je suis pas sûr que ma blonde va apprécier le geste, puis elle va trouver que je m'isole un peu trop du restant de la famille. Fait qu'on fera pas ça. Mais tant qu'à parler, on va aussi glisser sur le fait que le télétravail a changé aussi nos univers. Puis c'est un peu dans la mouvance des 2 nouvelles précédentes, ou en tout cas des 2 sujets précédents qu'on a discuté, sur le fait que il va falloir, puis vous allez voir, vous allez pouvoir consulter dans le show notes l'article lié. Je me base pas énormément sur l'article lui-même, ça se peut que j'adhère ou pas à ce qui est identifié, mais le côté, c'est qu'on... de ce que j'en constate, c'est qu'on a parlé justement que nos réseaux domestiques étaient remplis d'Internet des objets, de thermostats intelligents, mais pas des thermostats, je ne sais pas si vous en avez juste un. Si vous avez des thermostats intelligents, vous avez vraiment une maison surintelligente. Au-delà de ça, c'est cette séparation-là, mais là, on embarque dans un univers où maintenant, au-delà de notre ordinateur personnel, notre bureautique de maison, on a maintenant un ou plusieurs ordinateurs de bureau qui se retrouvent de façon permanente dans un réseau domestique, dans lequel qui généralement est franchement moins sécurisé qu'un réseau d'entreprise. Ouais. En tout cas, pour ce que je connais des réseaux d'entreprise en général, c'est assez funky. J'ai jamais vu aucun réseau domestique, même le mien, à ce niveau-là. Donc, il y a des risques, puis il y a des questions que les entreprises doivent se poser. Je n'ai pas vu tant les entreprises se poser cette question-là encore. Ils font juste prendre un laptop, une clé RSA ou une clé, en tout cas un one-time password, là, puis va-t'en chez vous. Ça arrête là, tout l'effort de sécurisation, tout ça. Puis j'ai commencé à voir certaines entreprises ou organisations qui mettent une espèce de contrat, si tu veux, avec l'utilisateur pour lui dire, regarde, t'es chez vous, mais rappelle-toi que des mesures de sécurité que tu as au bureau, tu dois les appliquer. Faut que tu verrouilles ton écran. Faut pas que tes enfants jouent avec ton ordinateur. S'il n'est pas utilisé, tu le débranches. Tu le débranches de ton réseau aussi s'il n'est pas utilisé. Tu fais juste brancher. Fait que j'ai vu ce genre de documents-là commencer à apparaître, mais c'est encore dans les premiers balbutiements parce que en fin mars, quand on a été confinés la première fois, là, les entreprises ont fait comme pogne le laptop, pogne ton one-time password, puis va-t'en chez vous, bye, je ne veux plus te voir. Ben, c'est comique que tu dises ça. C'est comique que tu dis ça. Ben, j'ai pas vu ça passer. Mais tu rentres en entreprise, tu as cette réglementation-là, mais la réglementation est pas est pas régie sur un lieu physique particulier. Il n'y a pas en fait de mise en évidence d'un lieu physique. C'est une directive très générique qui, peu importe que tu utilises le matériel, la règle s'applique peu importe le lieu.
en voyagement en Ouais, train. mais t'es trop bon, Vincent. C'est parce que toi, tu le sais. Puis je le sais aussi. C'est sûr, moi aussi, je le respecte, là. Je me suis pas posé de question que j'avais avec mon laptop à la maison. C'est sûr qu'il est dans une zone différente, et sécurisé, tout ça. Puis, bon, mes enfants ne jouent pas dessus, mais c'est ça, ils est verrouillé systématiquement. Blanc. Cela étant dit, c'est pas tout le monde qui travaille en TI, et encore moins en sécurité, qui sont maintenant en télétravail. Puis avant, c'était des gens qui, soit ne faisaient jamais de télétravail, ou très, très, très rarement, puis probablement quand ils faisaient très, très, très rarement, ils ne devaient pas respecter grandes règles à la maison. À mon avis, là. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas là où je vois le plus grand risque. C'est conjointe qui, dans plusieurs situations, travaille pour la compétition, ou un conjoint ou conjointe doit traiter une information plutôt confidentielle, mais ne se méfie pas des gens autour d'elle. Oui. Mais ça fait partie de l'ensemble, puis je suis excessivement d'accord avec ton point. Oui. Parce que je pense que le plus grand risque est là, parce que c'est une habitude, c'est pas une habitude auquel on est alerte. Effectivement, puis je fais juste regarder. Puis là, on prend hors confinement. Juste à quel point les gens dans le train ou dans l'autobus, voyageur dans Québec-Montréal, quand je me déplaçais entre Québec-Montréal en train, c'était pas rare que j'avais accès à des conversations cellulaires sur un cellulaire. Puis là, pas parce que je interceptais les ondes, c'est juste parce que le gars est assis en avant de moi, puis il parle trop fort. Puis je sais qu'il devrait faire un deal confidentiel avec un autre body, puis il devrait faire des affaires. Puis c'est dans le même contexte. Puis là, c'est pour ça que je dis que les gens qui ne travaillaient pas, faisaient pas vraiment pas de télétravail avant, ils en font beaucoup maintenant. Les autres vont pogner leur cellulaire de bureau, laisser la porte ouverte, les enfants, la conjoint entend, le chien entend que des affaires qu'ils ne devraient pas entendre. Donc, puis écoute, puis ça, c'est dans une situation, dans une maison, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans des appartements dans lesquels les murs ne sont pas nécessairement ultra insonorisés. Fait que si votre bureau est adjacent à votre voisin, puis vous avez parlé moindrement fort, ça se peut que votre voisin entende ce que vous dites aussi. Fait que c'est plein de considérations comme ça que on n'avait pas avant. Puis de toute façon, t'es comme moi. Tu passes tes journées sur Teams. Fait que, tu sais, j'étais en visioconférence continue. Fait que, ultimement, je parle tout seul devant mon écran à longueur de journée. Ouais. C'est un peu weird. Imagine nos grands-parents qui regardent comment on fait notre travail maintenant. À quel point ils vont nous trouver bizarre. Pourquoi tu parles à ton écran constamment comme ça? T'es bien bizarre. Pas bizarre. Je pense qu'ils nous prendraient pour des fous. Mais bon. Écoute, on voyait ça dans les films de science-fiction dans les années 60, 70. Odyssée 2001, Odyssée de l'espace passait tantôt, la vidéoconférence. Ouais, c'était standard. Kubrick avait compris que c'était standard, ça, là. Voyons donc. Mais bon. Ouais, fait que c'est tout ça, puis il dit oui, puis ton point est hyper valide sur le fait que effectivement, mais les gens, puis c'est où là je voulais aller, puis tu m'as un peu devancé en quelque sorte, c'est que les gens ont pas compris qu'en changement de contexte, faut qu'ils changent d'attitude. Ouais. Donc à la maison, faut que tu maintiennes une attitude, pas une attitude de maison, c'est une attitude de bureau à la maison. Puis je pense pas que les gens font le déclic de ça. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à voir dans certaines places où ils développent une espèce de c'est un one-pager, c'est assez simple. Puis ils font juste rappeler aux gens, les enfants n'ont pas accès à vos informations. Vous ne devez pas. Faites attention à ce que votre conjoint ou conjointe fait. Puis ça, moi, je suis ultra sensible à ça parce que au début du confinement, j'étais dans un bureau conjoint avec ma conjointe. Puis pour finalement, on se rend compte que c'était juste impossible d'avoir un bureau commun. Juste parce que on est toutes les deux constamment en appel, fait qu'on se nuit juste au bruit que ça fait, on se nuit. Fait que déjà là, c'était déjà un irritant majeur. Et tous les deux, on a des emplois qui exigent une confidentialité très grande de nos conversations. Donc, ce que je dis comme dans ma journée, puis j'imagine que toi aussi ton emploi est comme ça, mais je sais que ta conjointe, elle est dans un statut privilégié qu'elle a pas de travail finalement. Dans le contexte, fait que si t'as pas ce genre de défi-là à vivre, mais dans ce cas-ci, moi, quoi qu'il faut pas qu'elle entende ce que tu dis par ailleurs. Là, il y a ça. Mais vous n'êtes pas deux à avoir des choses à ne pas vous n'avez pas un clash de... Non, on vient de milieu. En fait, mon domaine est
complètement, je dirais pas à l'opposé, mais c'est pas un domaine pour lequel elle a de l'intérêt. Je fais quand même attention aux discussions que j'ai aussi. Beaucoup de discussions privées. J'étais un petit peu, je vais dire, fourré cette année, là. J'étais pas allé dans la cuisine. Puis quand j'avais des conversations très privées, je venais me cacher dans la chambre. Là, j'ai un bureau sous-sol, ça va beaucoup mieux. Ma blonde, elle reste en haut. Mais tu sais, j'avais quand même le souci de t'as un petit peu, on va parler d'un sujet plus délicat. Puis même si ma conjointe n'a pas d'intérêt ou quoi que ce soit, ben tu l'as dit, là, on baigne dans ce milieu-là. Fait que on a l'automatisme de faire attention, justement, là. Je dirais pas le réflexe, là, parce que ça se fait pas inconsciemment, ça se fait très consciemment. De la sécurité, c'est très conscient, by the way. Fait que, c'est un geste délibéré. Oui. Mais j'ai été agréablement surpris au niveau de mes collègues de voir leur milieu. J'ai pas vu de situation comme on voit sur Facebook, là. Monsieur qui est en bobette léopard pendant que sa femme est en train de closer un deal de banque, là. J'ai pas vu de ce genre de situation-là. Puis tout le monde est conciliant. Il y a un enfant dans la maison. Oui, il rentre dans le bureau de sa mère. Mais c'est pas compliqué. Sa mère ferme la caméra, se met sur mute. On n'est pas énervé. Nous autres aussi, on a des enfants. Ça pourrait arriver. Donc, on close la caméra, on fait mute, répond à l'enfant, revient, ça prend moins d'1 minute. La personne s'excuse. Mais écoutez, pas besoin de vous excuser. On est tous dans le même bain. C'est une situation qui est particulière. Mais c'est ça. C'est l'automatisme sécurité. C'est important. Tu parles de on est à la maison. Le comportement, l'isolation pour des conversations privées, c'est important. L'environnement. L'environnement. Les éléments qu'on peut avoir, les posters derrière nous autres. Ouais, je sais pas, moi, le talon paye de je sais pas quoi, ou une tasse qui vient de chez un compétiteur, ou pensez à votre environnement. Moi, c'est pas compliqué. C'est blanc. C'est lettre. C'est blanc. Ben là, pas avec Nico, là. Mais moi, mon bureau, c'est pas compliqué. C'est du gyps. C'est blanc. On voit les vis parce que les joints sont pas tirés. Mais c'est pas grave. Moi, je mets rien, là. Il y a rien qui traîne là. Puis c'est parfait de même. Ou je mets un fond d'écran. Ben c'est ça. Ça aussi, c'est une stratégie très importante à réfléchir. Que j'ai réinstallé mon bureau, justement, je me suis mis au dos à un mur. Fait que les gens, dans le pire des cas, vont voir que j'ai un petit peu un coin de bureau qui dépasse de mon bureau en L, mais au-delà de ça, ils ne voient rien. Ou je mets des posters drôles en arrière pour divertir mes collègues. Sinon rien. Il n'y a rien qui peut transparaître. Puis justement, j'ai pas une conjointe qui pourrait se promener dans une situation, dans un habillement audacieux en arrière de moi. Donc, ça pourrait pas. C'est toujours pas. Fait que je me suis protégé aussi là, quand j'ai réfléchi à réinstaller mon bureau comme il faut, puis à me setuper là, pour ça, parce que tu sais, ça c'est important. Moi, je me suis setupé parce que je sais que je vais être encore des mois, c'est pas des années dans cette situation de télétravail-là. Fait que tant qu'à être dans cet environnement-là, qui me plaît par ailleurs, je me suis setupé un bureau de la mort. Fait que tranquillement, j'ai vraiment un bel endroit de travail qui est aussi sécuritaire, qui tient en compte de tous ces éléments-là. Oui. Ah, cool. Oui. Puis là, je pense qu'on a encore battu le cheval jusqu'à temps qu'il soit plus là. Il était complètement à terre. Là. Fait qu'on va... je suis sûr qu'on va revenir sur ce sujet parce qu'on est encore pendant des mois en télétravail. Fait que je pense que pour certains, ça va être permanent, le télétravail. D'ailleurs aussi, c'est en train de devenir une situation plus régulière ou plus standard pour tout le monde. Fait que je pense, en tout cas, un certain plaisir d'un certain nombre de personnes à des plaisirs d'un certain nombre d'autres. Fait que, on verra comment les choses vont évoluer dans le temps. Mais je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Tu as vu l'annonce, je pense aujourd'hui, début de la vaccination, si tout va bien, fin février, mars, puis il n'y a pas de retour au bureau standard tant qu'il n'y aura pas de vaccination massive, selon moi, puis selon plusieurs. Puis là, ce qui est envisagé, vous en avez tous entendu parler, c'est le fameux retour hybride au bureau, hein? Ouais. Donc,
les pauvres tours à bureau qui ont coûté des millions, puis qui coûtent des millions en entretien maintenance, la donne va changer. Fait que ça va être, moi j'appelle ça le cubicule mobile. Ça va être le cubicule mobile, puis je m'attendrais même à ce que une semaine d'avance, vous réserviez votre place. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de locations, puis il va falloir, ils ne pourront pas remplir à capacité. Fait que si vous voulez aller au bureau, j'ai l'impression qu'il va y avoir un système de location pour être certain d'avoir votre place pendant un certain temps, une telle journée. Puis quand votre temps est terminé, le courant puis le réseau est débranché, c'est bye-bye, vous retournez chez vous. Fait que ça risque d'être... On va être mobile. Ça m'amène, Nicolas, tu n'as pas cette nouvelle-là. Écoute, il faut que j'en parle. Bon. Hey, tu me fais le plaisir d'une nouvelle, tu m'en avais amené aucune cette fois-ci, fait que... Hey, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup d'employeurs présentement. Je suis content si vous m'écoutez. Je suis content si vous m'écoutez parce que vos gens en risque, là, ils vous en ont parlé. Le confinement, qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a abattu l'ensemble des frontières. On va rester au Canada, OK? L'ensemble des frontières pan-canadiennes. Un employeur de Toronto qui veut aller vous chercher va vous offrir un bel incitatif monétaire. Par contre, vous avez une contre-mesure. Une femme ou un homme qui travaille et qui ne veut pas laisser son emploi, des enfants qui vont à l'école. Qu'est-ce que le télétravail a amené? Ben, il n'y a plus de frontières parce qu'on peut, dans beaucoup de corps d'emploi, on peut le faire à distance. Ce qui veut dire, chers employeurs de Québec, Montréal est en train de recruter. Les échelles salariales sont beaucoup plus élevées. Toronto embrasse le pas. Fait que pushback Montréal, encore là. Et puis, quand Calgary puis Vancouver vont commencer aussi à faire du recrutement pan-canadien pour aller se chercher des hautes compétences, ben là, excusez, là, mais à un moment donné, les frontières physiques sont complètement battues justement par les possibilités virtuelles. Fait que je trouve c'est une petite discussion que j'ai eue avec des collègues là, la semaine dernière. Et puis c'est super le fun pour les gens en région parce que ça les rapproche de la ville sans avoir à se déplacer. Mais les opportunistes, Montréal, Toronto, Vancouver, sont pas fous, eux autres non plus, là. Ils ont votre profil à l'œil sur LinkedIn, puis ils vont commencer à gonner. Permettez-moi le terme, là. Ils vont commencer à gonner. Puis les États-Unis aussi vont commencer à gonner. Faites-moi confiance. Puis ça sera pas long là, qu'il y a des gens comme vous et moi, là, des opportunités de la mort. Il va y en avoir, ça sera pas long. Ce serait plate pour la Ville de Québec de se retrouver un petit peu au pied du mur avec parce que c'est fonction du coût de la vie, de l'endroit, du milieu physique où on vit. Hein. Vous savez, Québec coûte moins cher que Montréal, moins cher que Toronto. Bon, vous connaissez le petit jeu, là. Mais là, c'est rendu que ces compagnies-là sont capables de faire des offres qui risquent d'être imbattables, là. Ah oui, mais ces discussions-là, au niveau américain, ont déjà commencé d'ailleurs. Puis c'est très intéressant parce que, tu sais, bon, au Canada, cette notion de télétravail ou puis là, le terme est maintenant en train de changer de délocalisation des employés. Fait, avant, la délocalisation, c'est que quand on envoyait tous nos emplois en Inde ou dans un pays comme ça, maintenant, la délocalisation n'a pas exactement le même sens, puis tu l'as bien énoncé, c'est-à-dire qu'une entreprise de Montréal peut embaucher au Saguenay, en Gaspésie, et s'en fout un peu parce qu'il n'y a plus ce genre de frontière-là. Par contre, ils maintiennent le salaire de Montréal en Gaspésie. Fait qu'une compagnie en Gaspésie est désavantagée parce qu'ils n'ont pas les salaires de Montréal en Gaspésie. Fait que là, c'est sûr que ça attire les gens. Comme c'est déjà commencé de faire les compagnies américaines, puis j'ai quelques amis qui travaillent dans des compagnies américaines, mais qui sont basées à Québec ou à Montréal, sont payés avec des salaires américains à Québec. Fait que tu sais, l'échelle salariale est plus la même. Fait que là, on est comme dans un univers où il y a une globalisation de l'échelle salariale. Puis dans certains cas, certaines grandes compagnies qui ont des gens dans plusieurs villes au travers du monde, il y a des bureaux dans plusieurs de ces villes-là d'ailleurs, les salaires sont justement basés, sont adaptés, comme tu disais,
la réalité économique de la ville dans laquelle ils étaient. Mais après ça, quand on est dans un contexte de délocalisation, puis dans le fond, qu'on est en télétravail, est-ce que l'entreprise se doit d'adapter les salaires parce que tu as choisi comme individu de travailler de vie dans une ville plus dispendieuse qu'un autre, ou est-ce qu'elle doit normaliser l'ensemble de son échelle salariale au niveau mondial, pour les entreprises mondiales, ou en tout cas pas canadiennes, du moins pour les compagnies canadiennes. Donc, on a une échelle aplanie puis uniforme parce qu'il n'y a plus de raison, là, parce que tu sais, t'en fous, là, tu n'as pas une prime de Montréal parce que tu payes plus cher pour vivre à Montréal. Si tu veux vivre à Montréal, ça devient ton choix. Fait que c'est aussi, les compagnies commencent à essayer de réduire la pression salariale de l'autre côté aussi, là. Fait que le jeu se joue des deux bords, là. Fait que ça va être intéressant de voir ce que ça va faire dans les prochains mois et années, là. Puisque des compagnies, puis j'ai entendu comme Microsoft, eux autres, c'est rendu définitif, sont que en télétravail maintenant. Fait qu'il va y avoir de plus en plus de compagnies comme ça qui vont basculer, puis comme tu disais, en bureau nomade. Tu réserves ta place, puis ou tu as un lieu d'affaires, ta compagnie a un lieu d'affaires qui a une salle de conférence, par exemple, parce qu'on va revenir un jour à faire des réunions en présentiel ou en semi. Là. C'est mon employeur, mon client, pas mon employeur, mon client principal, c'est ça qu'on a déployé dans les derniers mois, de faire des rencontres Teams hybrides, c'est-à-dire qu'il y a des salles et des gens individuels, fait que les deux se mixent maintenant dans un univers qui va devenir définitivement hybride. Et tous les problèmes de sécurité qui sont liés à ça. Parce que là, on est complètement ailleurs de la sécurité, là, mais il va y avoir une tonne de problèmes de sécurité associés à ça, puis on n'a pas fini de travailler. On manquera pas de job. Ben, de toute façon, ça serait fabuleux de dire que un employeur de Toronto paierait quelqu'un à Québec le salaire de quelqu'un qui vit à Toronto. Tu sais, ça serait fabuleux. Aplanir justement la courbe salariale, ben là, c'est le premier marché qui risque de souffrir, c'est le marché immobilier. Là. Tu risques de tout faire crasher, ça ne marchera pas. Ça va perdre d'un bord, puis tout d'un coup, Québec, ça va se mettre à remonter. Non, tu sais, il y a un équilibre, effectivement. Puis les compagnies sont pas folles. Monsieur est à Québec. On va le payer le salaire de Québec. On veut une rétention, un incitatif, on va donner un peu plus. Si jamais on revient en bureau, on trouvera l'arrangement pour le faire déménager à ce moment-là, ou le laisser aller, ou ouvrir une succursale, où toutes les compagnies ont des stratégies. Ben, je pense que ça devient un enjeu pour certains employeurs, mais je pense que ça devient un débat qui est intéressant. C'est un temps de plein de débats intéressants, parce que moi, je trouve ça super le fun. Ce modèle-là vient bousculer le statu quo à bien des égards, puis moi, je suis à l'aise dans cette notion de bousculer le statu quo, fait que j'adore ça. Fait que moi, je suis dans mon environnement, dans ce genre de situation-là. Puis tant qu'à parler justement de bousculer le statu quo, l'autre sujet, c'était justement un nouvel sujet opinion. Gaël, c'est dans le fond que c'est de se débarrasser de l'attitude ou ce qu'ils disent en anglais, le mindset, de conserver tous les données. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont un appétit à la donnée, puis sans vouloir... ça devient comme un attrait, puis en plus, ça devient un attrait pour le malveillant, puis les gens marketing. Les gens marketing ont un amour infini pour la surabondance d'informations. Puis on est dans un univers où il faut commencer peut-être à réfléchir que non, quand le délai de prescription de la donnée est passé, jetez, détruisez, puis ce genre de choses-là. Fait que c'est important de voir qu'on en va dans un environnement comme ça. Et en plus, on continue de plus en plus à consulter conserver des données. On a de plus en plus de télémétrie. On a de plus en plus d'informations qu'on conserve sur les clients, sur les fournisseurs, sur nos employés, sur les gens qui consomment nos services, et ainsi de suite. Puis d'affaires, c'est un peu le modèle d'affaires de Google et Facebook d'ailleurs. Fait que mais ces données-là, moi, ça fait longtemps que je le dis, ça attire les malveillants, parce que plus que tu as de données chez vous, plus que tu es intéressant à hacker. Puis de l'autre côté, ça peut mener à des situations un peu plus malheureuses où des gens qui ont accès à cette grosse pile de données-là vont en faire un mauvais usage ou vont littéralement fuiter l'information ou s'enfuir avec. Fait qu'on est... Écoute, je vais parler de la loi de façon très, très brève. Autrement dit,
On ne recueille que les données nécessaires pour l'objet du dossier, le temps que le dossier est actif, blablabla. Première des choses, donc, sélectionner la donnée. Merci Nicolas, tu l'as bien dit. Il n'y a pas trop de sélection de données. Ça, c'est vrai. Deuxième élément. Dépendamment de ton secteur d'activité, moi, je suis habitué dans le secteur de l'assurance, de la personne assurance de dommages. Là, il y a les autorités réglementaires, le BCIF, la CAP, je dirais pas nécessairement l'AMF, parce que l'AMF est un organisme, je te dirais, paragouvernemental, donc sont très prudents quand vient le temps de donner des chiffres ou des critères quantitatifs. Certains types de dossiers, une fois l'objet du dossier terminé, ben, il y en a un, on peut conserver 10 ans, l'autre, c'est ça. Il n'y a pas d'uniformité, c'est très tough. Par contre, quand on se réfère à notre réglementation de notre secteur d'activité additionnée de la loi, on est capable justement de qualifier la donnée pour l'objet du dossier jusqu'à la rétention finale, puis ensuite de ça, sa destruction. De là, il faut ensuite de ça sélectionner tout l'inventaire dans lequel la donnée va être articulée, va être saisie, va être transformée, va être copiée. Bon, c'est un travail colossal. Puis pourquoi c'est colossal? À cause de tout ce que nous avions comme données précédemment pour lesquelles il y avait un flou. Il n'y avait pas de loi qui était clairement écrite. Il n'y avait pas de réglementation qui prévoyait ces critères-là. Puis, il y a des données, puis c'est pas péjoratif, je discrimine personne. Il y a des données, là. Il y a même des employeurs qui se demandent comment ça qu'on a ce données-là, d'où c'est que ça vient, c'est quel dossier, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis ils sont dans un flou en disant hey, je pense que c'est le genre de données qu'on peut pas détruire. Puis je les comprends, là. Fait que, mais écoute, t'es dans un domaine, Nico, là, qui est en fait, t'es dans une dimension, pardon, pas un domaine, une dimension qui est extrêmement complexe. Puis je veux pas dénigrer ni discriminer aucun acteur, là. Pas le marketing, pas le ci, pas le ça, mais oui, je sais que c'est excessivement complexe. Ça, c'est comme une boîte de Pandore. Puis pourtant, vous avez, je pense que je vais le dire pareil, je pense que l'individu U, l'individu E, là, peu importe, qui sait comment traiter qui connaît l'objectif de la donnée, c'est votre actuaire. Je pense que l'actuaire est assez, je dirais, est assez créatif pour faire parler, peu importe le type de données, quantitatif ou qualitatif, mais étrangement, il sait exactement de quelles données on a besoin. Puis c'est un bon point de départ, justement, pour identifier les données qui sont nécessaires pour l'objet d'un dossier. Moi, c'est un petit peu ma piste de solution. Le reste, ça va bien. Toi, c'est parce que tu viens du domaine financier. Fait que tu as cette facilité-là parce que le domaine financier, effectivement, a cette enveloppe-là qui facilite dans un côté, justement, cette réflexion-là. Qui la complexifie ailleurs aussi, il faut être cohérent aussi. Mais qui ramène ça parce que mais en même temps, moi j'arrive dans un univers qui n'est pas financé, fait que les actuaires ne sont pas présents. Moi, c'est plus des avocats qui tournent autour que des actuaires. Fait que j'ai pas le même genre de relation avec ces données-là. Puis d'ailleurs, mon combat en tant que professionnel en sécurité face aux gens en TI en général, c'est justement, puis eux aussi ont un appétit énorme à tout ramasser, à tout mettre dans le paquet, puis généralement quand je dis, si tu n'en as pas de besoin, tu gardes pas. Oui, mais peut-être qu'on va en avoir besoin dans 1 an. Il y en a 1 an, tu l'activeras. Là, tu n'en as pas de besoin, ramasse-le pas, parce que tu t'attires du trouble. Tout ce que tu n'as pas de besoin, touche pas à ça, conserve-le pas, laisse-le vivre, laisse-le disparaître. Puis c'est ça que c'est dit, on est comme des écouteurs, les humains sont comme des écureuils, là. On a des données, on va tout garder. On se rappelle puis là, on l'entend dans des endroits qu'on se rappelle plus en plus, puis là, on retrouve, hey,
Wow, j'avais des données là. Wow! Mais la réalité, c'est que faut pas faire ça. Puis tu disais la loi, là, puis j'avais oublié justement l'adéquation avec la loi. Ça dit tu dois juste garder ce que tu as besoin pour faire tes affaires. Le restant, tu jettes ça au vidange. Regarde, ciao, bye, là. Mais moi, je suis de cette approche-là parce que, tu sais, en sécurité, j'aime pas que. Plus il y a de données, plus il y a d'efforts à protéger la donnée. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand il y a trop de données, j'ai trop d'ouvrages. Puis des fois, je travaille dans le réduire la quantité de travail. Plus il y a de données, plus il y a de travail. Plus il y a de systèmes, plus il y a de travail, puisque ça ajoute de la complexité. Là, fait que faut réduire ça. Puis j'ai eu un cas, là, vraiment en anonymisant au maximum l'information. On est passé d'un contexte où on importait des données qui étaient excessivement sensibles à un contexte où le processus d'importation retire l'information sensible, ce qui fait qu'on a simplifié tout ce que suivait après parce qu'on a retiré la donnée sensible de l'importation. Là, les gens sont comme tout merveilleux, tout contents, mais au début, ces gens-là voulaient importer de la donnée sensible. Ils disent là, si vous apportez la donnée, puis là, il y a l'autre aspect aussi. Puis ça rejoint un peu où tu t'en vas avec ça aussi. C'est que si tu importes de la donnée sensible, puis un peu ce que je chiale d'ailleurs, il faut que tu mettes ça sur des serveurs sécurisés. C'est des contrôles d'accès supplémentaires, c'est des zones restreintes, c'est des habilitations sécuritaires des gens, c'est une panoplie de choses. Puis ça aussi, si vous êtes capable de vous enlever ça déjà avec des données anonymisées ou de sensibilité moindre, ou que vous ne conservez pas ce que vous n'avez pas d'affaires, tout le monde est heureux. Mais c'est compliqué à expliquer. Oui. Il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions quand on conserve ce genre de choses-là. Oui, parce que on finit par se dire, mais pourquoi si peu de données? On avait tant avant. Oui, mais tu les avais pas gagnées. Tu sais, on t'enlève pas un prix que tu as gagné, là. Tu les avais pas gagnés, tout simplement. Allez, écoutez, se ramasser, imaginez-vous le pire qui peut arriver. Le pire qui peut arriver, c'est pas une exfiltration, là. C'est pas un hacking, c'est pas un vol. C'est un employé à l'interne qui fait son ouvrage comme il fait à tous les jours, puis qui tombe sur une donnée qu'il devrait plus posséder, tout simplement. Puis dans le cadre de son travail, divulgue la donnée, mais cette donnée-là aurait dû être dans le processus de suppression il y a des années, puis vous tombez sur soit la donnée de Nicolas ou de moi. Je suis désolé, là, mais la loi est claire, puis toutes les entreprises, by the way, sont réglementées, puis vos critères, il faut aller les lire. Critères de rétention, suite à la fin de l'objet du dossier. Un très beau terme d'avocat que j'aime bien, c'est un terme juridique. Mais vous allez tomber sur la donnée du gars pour lequel il aurait fallu détruire. C'est le pire qui pourrait vous arriver, justement. Là. Effectivement. C'est un sujet qui a beaucoup d'émotions, ça. C'est très drôle. Je trouve ça très drôle, c'est d'aborder ça. Là. Justement, de brasser ce genre de choses-là. Puis on va en profiter pour changer de sujet, justement, enlever l'émotion. Parfait. L'autre sujet, une autre nouvelle, c'est que Microsoft constate une explosion d'attaques sur ses infrastructures ou ses systèmes à eux autres, ou en tout cas, bref, tout ce qui comporte Microsoft. Il y a un amalgame de documents Word, Excel infectés, souvent qu'on va pour toute la vague de méchante de Emotet, Trickbot, Ryuk, qui utilisent ces véhicules-là pour rentrer dans nos réseaux. Ils utilisent de plus en plus ce qu'on constate là, en surplus de l'article, on constate que les services infonuagiques de Microsoft sont utilisés pour mener des actions malicieuses, dont l'usage des services infonuagiques. Les malveillants sont pas plus fous que les autres. Ils ont des services pas chers ou qui sont sous-traités, fait que c'est sûr qu'ils vont les utiliser pour le faire. Microsoft en a un peu. Je n'ai pas vu tant que ça chez Microsoft, au-delà des documents puis des attaques qui sont faites pour faire penser aux utilisateurs qui utilisent un service Microsoft légitime, puis bon, ils se font avoir. Sinon, on voit beaucoup de dépôts de maliciels sur les services de Google, entre autres. Ils utilisent le Drive, ils utilisent des liens directs pour amener les gens à télécharger des pièces malicieuses qui vivent dans des infrastructures comme ça. Fait que ça change un peu l'environnement, puis ça rend ça très compliqué pour l'entreprise qui utilise aussi des services comme ça, parce que comment on fait pour différencier un lien Google Drive malicieux d'un lien Google Drive pas malicieux?
puisque la clé est tellement aléatoire qu'on n'est pas capable de retracer de façon simple. Fait que tout ça amène une réflexion, puis les malveillants, ils ont compris, là, au même titre que les entreprises qui ont massivement déplacé vers l'info nuagique avec la pandémie, ben les malveillants ont fait la même chose. Fait que, ils ont surfé sur votre déménageur. En plein ça. Ben, c'est ça. Fait qu'on utilise les mêmes moyens. Ils sont pas fous. Ils sont là pour faire de l'argent. Tu sais, quand on le voit fondamentalement, c'est comme c'est rendu maintenant, la criminalité en cyber, ils sont là pour faire de l'argent. C'est comme le crime organisé avant quand ils vendaient de la drogue ou ils faisaient tous des gestes illégaux mais qui leur rapportaient de l'argent. Ben, le cyber, c'est la même chose. Ils ont migré. Fait que s'ils peuvent réduire leur coût d'opération en déplaçant dans Azure à Amazon ou Google, ils vont le faire comme les autres, là, ils sont pas plus fous. Là. Fait que, puis en plus, généralement, c'est les gros, ces groupes cybercriminels, c'est des groupes mondiaux en plus qui travaillent sur tous les fuseaux horaires, font du support 24/7, imagine-tu. Fait que c'est comment je nomme ça, c'est Crime as a Service, du CAS. Non, mais écoute, même en fait, ils ont surfé dans la vague, là, tout simplement, là, puis si j'étais malveillant, j'aurais fait pareil. Si j'étais malveillant, j'aurais fait pareil. Ces gens-là suivent l'argent. Tu l'as dit, ils suivent l'argent. C'est pas pour autre chose. Ils sont pas là pour faire du mal. Ils ont juste à cogner à votre porte. Vous allez ouvrir, vous allez recevoir un coup de batte d'en face. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est pas plus long que ça, là. Puis un petit coup de batte d'en face, là, par surprise, là, c'est qui? On ne le sait pas. Non, ces gens-là veulent de l'argent. C'est tout. Ça fait mal. Ils sont juste là pour faire de l'argent. C'est vraiment juste ça. Puis c'est ça que fondamentalement, il faut qu'on comprenne dans la réflexion. C'est pas des gens qui... c'est des gens qui veulent notre bien. Notre bien monétaire. Mais ils sont pas là pour faire le mal. Puis c'est ça où... puis en plus, le modèle de criminalité où comment on a longtemps... représenter la criminalité, c'est des gros méchants avec des tatous, des gros bras, puis des vestes de cuir, puis des motos. Puis c'est facile de mettre l'image du méchant sur ce genre d'individus-là parce qu'effectivement, sont à certains égards vont brimer la santé physique des gens ou même la vie des gens. Fait que on peut considérer qu'ils sont méchants parce qu'ils vont attaquer la vie ou en tout cas l'intégrité physique. Dans un cas de vol monétaire comme on a là, c'est tous des crimes de col blanc, c'est juste du vol d'argent qui se fait, puis c'est pour les criminels, c'est d'autant plus merveilleux. Ils n'ont même plus à se salir les mains, il n'y a plus de gros bras qui viennent justement donner un coup de batte de baseball chez vous. T'as plus ce job sale là qui était finalement qui donnait l'image du gros méchant là, parce qu'il tuait des gens. Maintenant, ils font juste voler, puis ils extorquent, puis ils font ça, mais c'est aussi pire en termes de ça, mais ils font juste là pour ramasser de l'argent des autres. Faudrait que je retrouve... je vais plugger un entretien que j'ai vu à Télé-Québec il y a 3 semaines. Ceux qui écoutent Occupation Double connaissent Nadé. Nadé, une des participantes. Nadé a fait partie d'une équipe de tournage qui a interviewé on va dire des pirates informatiques repentis pour certains, peu repentis pour d'autres. C'est super bien expliqué, vulgarisé. Oui, il y a un petit peu d'émotion, bien entendu, là, mais il faudrait que je le retrouve. J'ai trouvé ça, honnêtement, là, super bien bâti comme émission de reportage, justement, sur la cybercriminalité. Puis, c'est pas compliqué. C'est peu importe les sexes, que ce soit un ou une cybercriminelle dans la vingtaine, dans la trentaine, la quarantaine, c'est votre argent qu'ils veulent. C'est vraiment rien d'autre, là. C'est votre argent. Puis, se chercher à se prouver comme on voyait dans les années 80, dans les années 90, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Ces gens-là ne sont pas en compétition. Ils font équipe. C'est ça qui est dangereux. Oui. Ben, ils font équipe. Là. C'est comme les gangs criminalisés, ils vont se faire des coups entre eux autres.
Mais il reste que c'est plus effectivement, puis c'est là où je m'en allais ensuite, c'est plus l'adolescent dans son sous-sol qui veut juste prouver qu'il est meilleur que son voisin ou que son gars, puis il veut juste prouver son existence. On se trouve dans un modèle où c'est des gens qui sont juste là pour voler ton argent, puis ils s'en foutent. Là. Puis ce qui est plus terrible, puis il y a eu beaucoup de discussions avec Damien à ce niveau-là, c'est que sont sans scrupules, puis ils s'en foutent. Là. Ils sont froids là, en termes de considération. Fait qu'ils vont juste là extraire le maximum d'argent, puis ils s'en vont. Sans aucune considération. Est-ce que c'est un œuvre de charité qui vole, que c'est une personne en difficulté? Ils volent. Tout ce qui est disponible. Puis les outils du cyber leur donnent encore beaucoup plus d'accès et beaucoup plus de capacité à ce genre-là. Nous, du fait que c'est important de sensibiliser, puis là, petit moment, ça sensibiliser votre entourage parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de comment ça fonctionne. Plus on est connaissant, plus on va être immunisé contre cette menace-là, parce que souvent, ils utilisent des techniques très, très de base pour infecter les gens et les voler. Si je me base à Emotet, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent une conversation courriel puis ils font semblant comme s'ils y participaient. En tant que francophone, quand on voit quelqu'un qui te répond en anglais dans une conversation en français, c'est un signe assez évident qu'il y a quelque chose de louche. Mais de ce que j'ai vu, il y a quand même 10% des gens qui, même si ils voient que c'est louche, vont ouvrir la pièce jointe puis vont s'infecter. Pareil. Puis c'est beaucoup, là. Puis c'est 10%, c'est énorme. Fait que là, on a comme un effort de sensibilisation et de compréhension que les gens, que ce 10%-là, qui arrêtent de cliquer sur le maudit fichier infecté, puis qui arrêtent de se mettre dans le pétrin. Mais dans un contexte individuel, c'est pas si pire parce qu'ils se mettent en pétrin à la maison, puis le dommage est limité. Fait que c'est pas si pire. En somme toute, même si c'est triste, c'est tel que tel, c'est quand le problème, quand ça arrive dans les entreprises, puis on l'a vu cet automne avec la STM, entre autres, ça peut être plus dramatique qu'une personne clique sur le lien en question et les effets sont beaucoup plus importants. Là. Fait qu'il y a aussi, ça transcende tout ça, là. Cette explosion-là. Pour nuancer les propos de Nicolas, quand il parle de 10%, on parle pas d'une conversation avec 10% des gens. On parle de millions de conversations, un envoi de masse, puis 10% d'un million, c'est 100 000. Là, j'ai stoppé 1 million, c'est plus que ça. On parle des attaques de masse. Ils garochent, sachant que 10% commence à devenir une constante et non une variable, malheureusement, qui monte puis qui descend. Ça veut dire que dans un type d'attaque comme Nicolas vient de parler, il y a un 10% de taux de... Ben en fait, pour 10% de la totalité des envois, c'est une réussite. C'est pas un taux, c'est une réussite. Si pour 100 000, si sur 1 million, ils se disent il y en a 100 000 qui vont cliquer, puis c'est 1 pièce du clic, c'est pas long, là. Ils se font beaucoup d'argent avec ce genre de choses-là. Ouais. Alors, c'était pour nuancer ces propos, là. C'est des attaques de masse. C'est beaucoup. Ouais, le 10%, c'est vrai que 10% de lancer dans les airs comme ça, c'est tel que tel. Là. Mais c'est ça qui est observé quand même. Il y a 10% des gens qui se font avoir dans des campagnes massives. Là. Puis oui, effectivement, 1 million, c'est une petite campagne, tant qu'à moi. Là, c'est des campagnes de probablement de centaines de millions en général qui sont utilisés, là, sont très agressifs et très massifs, là, mais puis ça marche. Tant que ça va marcher, ils vont continuer. Puis c'est aussi ça l'autre aspect. Là. Ils sont pas fous, là. Il y a de l'argent. Puis tant que le ratio de genre ça me coûte tant à faire de l'argent, tant ça me coûte tant à l'opérer, puis ça me rapporte tant, puis tant que ça leur rapporte plus que ça leur coûte, ils vont continuer à utiliser ces méthodes-là. La fraude nigérienne est encore là. Parce qu'il y a encore des gens qui y répondent. Ouais. Du moment que les gens vont essayer de répondre à la fraude nigérienne, ben la fraude nigérienne va disparaître. C'est tout. C'est la nature de comment le système fonctionne. Fait que. Faut voir ça comme. C'est bien expliqué. C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est comme un virus. À un moment donné, on trouve la souche, on tue la souche. Ouais. Mais tant que la souche est active, pourquoi l'arrêter? Pourquoi l'arrêter d'empoisonner les gens? C'est la même chose. Ça. Il y a dans le temps qu'il va y avoir de l'argent à tirer de ça, ils vont continuer à le faire. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on est un peu parti de la solution.
Il y a d'autres axes aussi, mais l'humain aussi fait partie de la solution, justement, qu'on puisse éduquer les gens, les amener à un niveau de compréhension à quoi ils s'exposent, comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis tu sais, les amener, mes grands-parents peuvent pas comprendre ça, c'est juste impossible. Là. Eux autres, programmer un enregistrement sur une vidéo, c'est une aventure. Là. Fait que, parce que, en tout cas, dans le temps que je les accompagnais à ce genre de choses-là, c'est maintenant, c'est un enregistrement plus. C'est juste même la bascule en Netflix, c'est un univers, ces gens-là, ils comprennent juste pas comment on peut maintenant écouter de la télé comme on veut. Parce que ils sont dans un autre monde, il faut les accompagner, il faut les aider. Là. Mais bref, on va enchaîner avec la dernière nouvelle, parce que là, on a comme vraiment trop parlé, puis on a eu comme trop de plaisir à discuter de plein de sujets. La dernière nouvelle, c'est Microsoft a diffusé dans les dernières semaines le fait que l'usage du MFA par SMS n'est pas sécuritaire, encourage l'usage de son application. En tout cas, pour les services Microsoft, c'est-à-dire grand public, c'est Office 365, Hotmail, ce qui était Hotmail, Outlook maintenant, tout ce genre de services-là. Grand public dessus le MFA d'ailleurs, ou les services entreprises avec Azure, au 365, ce genre de choses-là, d'activer le MFA, mais les autres, ils disent que parce que dans les options MFA qu'ils donnent, tu as le SMS. Puis là, ils plaident que c'est une méthode non sécuritaire, que c'est leur application, parce que c'est plus sécuritaire, puis tout. Tu parles de Microsoft Authenticator? Oui. OK. Qu'on installe sur le téléphone. Fait que, oui, ils ont pas tort. Leur application est effectivement plus sécuritaire en termes de fonctionnement, puis en termes de tout. Puis oui, ça rehausse significativement les choses, puis ça, j'en conviens. Par contre, le MFA lui-même, juste même avec le texto, bloque 99,9% des attaques. Donc à ce moment-là, juste whatever le MFA qui est utilisé, minimalement utiliser le MFA. C'est juste cette activation-là bloque 99,9% des attaques contre quiconque. Et donc, si on prend ce chiffre-là, il y a juste 0,1% des attaques qui passent à travers le MFA. Puis dans ce cas-là, probablement que les attaques SMS sont parties du 0,1. Fait que si on considère que juste 0,1% des attaques qui réussissent à passer à travers ça, juste d'activer le MFA, puis là on parle d'un seuil d'acceptabilité. Là, on parlait de mes grands-parents qui avaient de la misère à programmer leur VHS pour enregistrer à la télé à des heures fixes. Imaginez maintenant si on déploie à des centaines de milliers, même des millions de travailleurs overnight, puis le confinement a amené ça aussi. Là. J'imagine que tu as vécu ça chez tes employeurs. D'une bascule maintenant tout le monde doit faire du MFA. Puis là, on arrive au fait, oui, mais moi, je veux pas utiliser mon cellulaire perso pour faire des affaires de job. Puis on avance dans une espèce de débat, puis une grande conversation qui est difficile émotivement à résoudre. Déjà là, juste dire, OK, bon, on t'envoie un SMS, puis ça fait ça à job, puis genre, justement, 99,9% des gens vont dire, OK, le SMS, je vis bien avec ça. Même si c'est pas super sécuritaire, c'est pas super, on s'entend, là. C'est mener une attaque pour intercepter un SMS, même si financièrement c'est pas très dispendieux, ça scale pas, c'est-à-dire que c'est une attaque qui est ciblée. Fait qu'il faut que tu saches qui tu veux attaquer comme ça. Fait que là, on est dans un modèle qui est complètement différent, là. Fait que, tu sais, moi, donc, tu es en train de dire que, OK, lui, je le vois, là. J'y vois à face. Il va recevoir un SMS pour rentrer le code pour son deuxième facteur. C'est ça. C'est ça. OK. Écoute, un hacker, c'est lâche, là. Je parle pas de lâche négativement. C'est lâche paresseux. Ça commencera pas à faire de l'observation puis pour lire le non-verbal, là. Non. OK, je comprends. Non, ben ça veut dire que le compte de monsieur et madame tout le monde ne sera probablement pas visé par une attaque de cette nature-là parce qu'il y a quand même un certain degré de complexité. Il y a un effort minimal à faire qui est plus grand qu'autre chose. Fait qu'ils vont s'attaquer soit à des cibles plus payantes, oui. En termes d'accès ou en termes de monétaire. Fait, moi, mon accès personnel dans Office 365, Outlook, ainsi de suite, il est très peu probable qu'il soit attaqué de cette façon-là.
Par contre, si je me base si on reprend, puis les attaques des derniers mois et années sont très parlantes dans ce sens-là. Si je suis une vedette, une vraie vedette, là, pour moi, genre, mettons qu'on prend une vedette, on va prendre genre Véronique Cloutier, par exemple, parce que je pense que les autres ont été attaqués d'ailleurs, ou son chum ont été attaqués pas de cette façon-là, puis justement, il y a eu de prise de contrôle de leur compte. Eux, effectivement, sont des cibles intéressantes, et il y a un intérêt pour un attaquant, parce que le payoff qui va au bout en vaut la peine. C'est que là, eux, ils vont le cibler. Fait que dans ce cas-là, dans un contexte comme ça, quand on est une cible d'intérêt, comme une personne publique, par exemple, les présidents d'entreprise, je pense que ce qui est arrivé aussi dans certains cas, je pense au niveau de Twitter, sont des cibles très choses, puis les autres cibles très intéressantes, puis qui sont plus anonymes, mais qui sont quand même très intéressantes, c'est tous vos personnes avec des privilèges élevés dans l'info nuagique. C'est tous ceux du côté de Azure qui sont des global admin, par exemple, et tous ceux du côté d'Amazon qui ont l'espèce de contrôle de global de la présence Amazon vont être des gens qui vont être ciblés. Mais encore là, s'ils savent qui sont justement les global admin chez Azure, s'ils savent qui sont les choses, je ne me rappelle plus si on a un terme spécifique pour ça, là, que l'espèce de propriétaire de la présence infonuagique, que le super pouvoir, il y a une recherche minimale. Il a déjà cherché pour savoir c'était qui. Fait que c'est sûr qu'il va te cibler, puis c'est sûr que dans ce contexte-là, il va intercepter tes SMS ou whatever ce qu'il va faire, il va dans la stratégie qu'il va exécuter. Là. Fait que ces gens-là, oui, effectivement, ne devraient pas utiliser le SMS pour s'authentifier parce qu'ils sont plus propices à être attaqués. Mais dire, mon compte perso, là, à part mettre de la publicité de Viagra sur mes affaires, ils font pas grand revenu avec mon compte perso, là. Il n'y a pas grand valeur, là. Fait que, faut relativer l'annonce de Microsoft. Puis je comprends qu'ils prêchent pour leur paroisse, mais dans tous les cas, minimalement activer le MFA, là, même si c'est pas le fun. Je me demande si dans cette campagne-là, c'est que là, étant donné que ben écoute, je parle pour parler, là, tu me corrigeras si je suis en train de déraper. Là, Microsoft a bâti une belle infrastructure infonuagique, hein, il offre tout. Et puis, ils accueillent tout le monde dans leur salon. Hein, ils font des belles zones, des belles sections. Si tu accueilles le cabochon qui fait pas attention à ses affaires puis qui soulève des alertes de sécurité, ben, ça fait travailler le client, mais ça fait travailler Microsoft aussi. Je suis en train de me demander si c'est pas une campagne justement pour je sais pas, se décharger d'une forme de responsabilité. Je dirais pas responsabilité, mais oui, parce que d'effort. Parce que là, on est dans l'infra. On est dans l'infra qui partage avec d'autres clients. Là, je vous rassure, il y a des murs bétonnés entre les différentes entités. Là, s'il fallait qu'une donnée passe à côté puis à l'autre, probablement que l'épée de Damoclès, en fait, le missile partirait directement chez Microsoft puis on n'entendrait plus parler. Mais c'est parce qu'ils ont aussi une équipe dédiée là, qui veille à l'entretien et la maintenance de cette infrastructure-là. Puis s'il y a des clients qui ont des clients, qui ont des clients, qui ont des clients et des employés qui sont mal sensibilisés, ben là, ils empoisonnent l'infrastructure, une parcelle de l'infrastructure, puis ça fait travailler, ça réveille du monde dans la nuit, ça soulève des alertes, puis probablement que ça demande un gros due diligence de la part des gens de Microsoft pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de propagation à l'extérieur des différents containers des clients. Ça doit faire travailler du monde, ça doit être coûteux. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, je me demandais pourquoi Microsoft avait un intérêt tout d'un coup pour favoriser ce genre de choses-là. Parce que oui, je comprends qu'il y a un certain degré d'altruisme puis dans ce qu'ils font, puis ça à protéger tout le monde. Je pense que ton explication là, elle a un point de départ intéressant à savoir pourquoi tout d'un coup ils veulent qu'on utilise leur application à eux autres pour faire ce genre de choses-là, puis pourquoi ils insistent autant que ça. Puis ça, c'est un axe, puis parce que je l'utilise, parce que dans le contexte professionnel,
De toute façon, je préfère utiliser leur application que de recevoir des SMS parce que c'est moins chiant. Globalement, là, au-delà du bénéfice de sécurité que ça apporte d'utiliser leur application pour leur service, généralement, ça simplifie mon chose. J'ai plus un 6 chiffres à saisir. J'ai juste à cliquer un pop-up qui me dit « OK, je veux que j'autorise l'authentification ». Fait que ça simplifie ma vie. Fait que juste... Puis c'est plus la simplification, sincèrement, qui m'a amené vers là que l'augmentation de sécurité va s'enlever un irritant d'utilisation du deuxième facteur. Ça, je leur donne. C'est une super bonne idée, ce qu'ils ont fait là. J'ai un push, ça marche. C'est excellent. C'est un bon plan. Mais aussi, je pense qu'ils s'en vont aussi toute la notion de passwordless qui font beaucoup la promotion à l'heure actuelle. Et Authenticator fait partie de leur stratégie passwordless. Je pense qu'il y a un intérêt commercial, puis tu avais une belle amorce, puis oui, tu as tout le volet, je pense que ça va leur sauver du temps dans leur équipe de gestion de crise, puis de gestion de clientèle, puis ça réduit ça, mais je pense aussi le passwordless aussi était peut-être l'autre phase, puis je cherchais beaucoup, puis tu m'as vraiment éclairé pour où est l'intérêt commercial de Microsoft de faire ce qu'ils font. Puis, tu sais, l'autre élément aussi qu'on pourrait soupçonner, puis là, c'est pas négatif envers Microsoft. Au niveau d'Authenticator, je l'utilise. Je l'utilise pour mon Hotmail personnel et puis je l'utilisais dans mon ancien emploi pour mon compte d'entreprise. Puis oui, c'est vrai, ça facilite. Hein? Tu fais juste lever le téléphone, la caméra, il s'allume, il voit ta face. Veux-tu approuver? Oui. Il regarde ta face encore une fois. Puis on est rendu dans du 3 facteurs, by the way, parce que j'ai la bebelle d'un main qui est à moi, qui regarde ma face à moi, qui n'a rien à voir avec Microsoft. Et ensuite de ça, Microsoft me demande l'approbation ou non. Puis un autre petit clin d'œil de ma face. Là où je voulais en venir. Est-ce qu'il y a de la surveillance auprès de Microsoft sur l'ensemble des utilisateurs d'Authenticator? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça devient intéressant comme récupération de données aussi, s'il y a de la surveillance. Je te donne un exemple, Nico. Je reste à Québec, je me promène à gauche, à droite, pas trop, on est en confinement, puis même pas en confinement. Est-ce que le système, j'ai pas vu les logs d'Authenticator, est-ce qu'il récupère ma position? Latitude, longitude. Pour ce que j'ai de l'information, je suis capable de répondre à une partie de ta question. C'est le fun que la soulève comme ça parce que je le vois un peu. Authenticator lui-même, je ne crois pas que cette information-là. Parce que Authenticator, c'est une espèce... La façon qu'il fonctionne, la capacité de récupérer l'information est assez minime. Le problème, c'est pas Authenticator dans ce contexte-là. Le problème, c'est que c'est le service infonuagique que tu consommes qui va avec. Puis effectivement, pour avoir opéré des systèmes de cette nature-là, puis voir les journaux qui sont disponibles, puis voir au moment où ça se fait, puis il y a des règles que j'ai mis en place dans certains cas. Si l'utilisateur se déplace trop vite en termes géolocalisés, comme tu dis justement, tu te promènes à Québec, non, il ne verra pas que tu es allé à tel endroit à Québec, mais il va voir que tu as changé de IP à Québec, par exemple. Il va voir que tu as changé d'un point de vue infrastructure. Puis basé sur ça, il va prendre des décisions de risque qui sont built-in dans la plateforme de Microsoft. Et des fois, il va te demander ton MFA plus souvent parce qu'il a vu que tu as fait un comportement qui était hors norme. Puis il va vraiment jouer sur cet aspect-là. Mais il va surveiller ce que tu fais avec ton compte lui-même. Avec ton compte, mais pas avec Authenticator. Tu vois, j'étais sur une pas pire piste, mais tu viens de m'éclairer sur un truc. Il va demander le MFA plus régulièrement, ce qui est très éthique de la part d'une compagnie de faire ça, parce que ça bloque pas l'utilisateur. Hein, il n'y aura pas besoin d'appeler puis d'être pogné sur la ligne pendant 1 heure en écoutant de la musique plate avant de se faire répondre. Puis 2, si c'est un attaquant, l'attaquant, il ne se réessayera pas tant que ça ne marchera pas. Il va passer au suivant. 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 Parce que si ça a marché, le système, lui, c'est de valeur, mais ça pourrait risquer de passer sous le radar, c'est ce que je comprends.
Cependant, je pense que le système est quand même assez bien. Je trouve ça bien, là, le fonctionnement. C'est très éthique, mais bon. Mais là, tu sais, l'autre élément que tu as dit, c'est ton idée de password, l'idée de passwordless, de tout miser justement sur cette plateforme-là. C'est sûr que d'un point de vue commercial, tu facilites les gens avec le MFA Authenticator, tu vas faciliter le passwordless, tu as un beau vecteur, là. Autrement dit, tu n'as pas 3, 4, 5 applications, tu en as une. Ça devient très intéressant, là. Puis je suis d'accord avec toi, je préfère beaucoup Authenticator parce que je le trouve très performant. J'ai essayé celui de Google. Ah non, je vois ta face, là, je fais la même. Authenticator, je pense qu'ils ont trouvé vraiment le bon compromis, là. Ouais, c'est une structure intéressante. Puis ça, on doit donner ça à Microsoft. C'est que son infrastructure d'identité pour son info nuagique est robuste. Puis beaucoup meilleure que celle de Google, puis beaucoup meilleure que celle d'Amazon, à bien des égards. D'un point de vue utilisateur, il y a des avantages du côté d'Amazon que j'aime bien, qu'on a de la difficulté à retrouver du côté d'Azure, par contre. Mais tout ça est intéressant. Sauf que j'aime beaucoup l'espèce de fluidité du MFA. Puis on parlait d'acceptabilité des utilisateurs. Plus c'est fluide, moins l'utilisateur va résister. Puis c'est un peu ça aussi chez mes clients que j'amène parce que pour certaines raisons, c'est le SMS ou le numéro qui change qui a été favorisé comme utilisation et non le mode push. Puis j'amène la clientèle à migrer vers ça. Puis en général, on a une meilleure réceptivité de cette clientèle-là à l'utilisation du MFA parce que ça brime pas leur façon de travailler ça l'augmente la sécurité. Ouais. Mais le souci principal de l'utilisateur, c'est pas augmenter la sécurité, là. C'est que ça brime pas son travail. Voilà. Puis à ça, je dois le chapeau Microsoft, ils ont vraiment trouvé la structure pour brimer le travail et avec l'ajout de sécurité. Fait que j'adore. Oui. Pareillement pour moi. Ça conclut cet épisode. Donc, on a fait un grand tour. Là. Moi qui voulais viser moins d'1 heure, je pense qu'on a j'ai pas mal raté mon coup. C'est des sujets qui sont passionnants à discuter, fait que je pense que ça mène à ce genre de situation. Sur ça, bonne semaine. Bonne semaine.